Salut à tous, bienvenue sur Pluton Football, je suis Jason Odell. Salut à tous, moi c'est Guillaume Cotter. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode et notre invité aujourd'hui est Jason Ludwiller. Passé par plusieurs clubs en Suisse, notamment Neuchâtel Xamax, le FC Bâle, Yverdon Sport. Tu es ensuite parti en Angleterre pour rejoindre Middlesbrough, puis Shrewsbury Town. Je crois peut-être meilleure période de ta carrière avec plus de 100 matchs joués là-bas. Aujourd'hui, tu as 31 ans, tu joues à Huddersfield Town en Championship, tu es suisse et canadien et tu comptes plusieurs sélections avec le Canada. Jason, bienvenue sur Pluton Football. Merci beaucoup, merci de m'accueillir sur ce podcast et ouais, merci et je me réjouis de commencer cette discussion. Alors pour nous, c'est également un plaisir et j'attaque direct en reprenant quelque chose que tu as dit donc, dans le document d'interview, de pré-interview, pardon. En parlant des secrets du succès, tu as dit le travail mental dans les moindres détails. J'avais envie de te dire, raconte-nous tout ce qui se cache derrière cette phrase. Et puis peut-être aussi, quand est-ce que tu as pris conscience de l'importance du travail mental? Et puis, dans un deuxième temps aussi, est-ce que tu as des méthodes que tu peux expliquer ou transmettre aux gens qui nous écoutent pour leur permettre aussi, eux, d'appliquer ce que tu as appris? Alors, pour répondre à une des questions déjà, vers quel âge j'ai plus ou moins remarqué que j'aurais besoin de peut-être même d'aide mentale, c'était vraiment vers, je pense, 20 ans. Je pense que 20 ans, ça a été le déclic de me dire que fallait que j'aide, qu'on m'aide mentalement pour devenir plus fort, ouais, pour quand la pression des matchs et tout. Et puis, je dirais un conseil, le plus vite tu t'y mets, le mieux ce sera, je pense. Et puis, en tant que, comme je te dis, sur les détails, souvent, en tout cas en Angleterre, on va souvent dans des écoles pour présenter le club, etc. Et souvent, les jeunes, ils disent, ah ben, qu'est-ce que j'ai besoin pour être professionnel et tout. Et souvent, on dit, ah, faut travailler dur. Et moi, je me suis toujours un peu posé la question quand on répond ça, je me dis, est-ce que vraiment ça lui aide à lui-même de se dire, ouais, travailler dur? Il va dire, bah, je sais pas, ça peut être énorme le travail. Dans le foot, c'est tellement grand, c'est difficile à gérer qu'un point. Et je pense que maintenant, chaque fois que je vais dans une école, je dis, ouais, il faut travailler physiquement et surtout mentalement parce que c'est ce qui va te faire progresser aussi. Surtout que ça devient un sport avec énormément de pression et d'aspects financiers et tout ça. Et je pense que ouais, le mental, c'est vraiment pour moi la clé du succès maintenant. Tu disais là, vu que tu parlais de pression, que vraiment ça, ouais, à 20 ans que tu as commencé, tu as dit à te faire suivre. Donc ça veut dire que concrètement, tu as fait appel à des, je sais pas si on peut appeler ça des, ouais, des psychologues du sport ou des coachs mentaux, ou c'est un peu ça, c'est ça exactement bien. C'est exactement ça, ouais. Alors, souvent, c'est des psychologues, hein, mais ils aiment bien appeler ça des coachs mentaux parce que ça résonne un peu mieux. Mhm. Et ouais, à 20 ans, j'ai décidé de travailler avec quelqu'un qui s'appelle Alain Mayer à Bienne, qui était aussi un gardien de but en Challenge League. Et on a commencé à travailler il y a longtemps. On travaille encore maintenant ensemble. Et ouais, c'était à ce moment-là que je me suis dit, ouais, je pense que c'est une bonne chose dans ma carrière d'essayer. Et ça a bien fonctionné. Et ça m'a beaucoup aidé pour ma carrière, quoi. Et puis est-ce que justement avant ça, c'est que tu es quelqu'un aussi, vu qu'on sait qu'il y a ceux qui supportent mieux la pression que d'autres, est-ce que de base, c'était aussi quelque chose, c'est toi que, voilà, tu te mettais beaucoup de pression et tu avais de la peine à la supporter, ou bien c'est simplement que tu as voulu améliorer ça? Je pense que je voulais améliorer certains domaines. C'était à la période où j'avais été prêté à Yverdon pendant la saison. Et c'était vraiment ma première expérience en prêt dans le foot d'adulte, on va dire. J'ai fait toujours de l'équipe réserve des 21, des 18 ans et tout ça. Et je pense que c'était le déclic aussi, me dire, ben, je vais dans le monde du football adulte. Je pense que c'est le moment comment dire, de progresser aussi à côté du foot et travailler des aspects que, voilà, ça n'a jamais travaillé avant. Parce que quand tu es dans les académies et tout ça, c'est que physique, c'est tout technique et tout, mais on pense jamais à l'aspect mental. Et je pense à ce moment-là, j'ai dit, ah, je pense que c'est une bonne année d'essayer de faire ça. Et ouais, finalement, j'avais fait une bonne saison, donc d'après là, j'avais continué et ça s'est jamais arrêté. Pour revenir alors sur ce fameux Alain Meyer, qu'est-ce qui t'a véritablement convaincu de travailler déjà avec lui et d'insister vraiment sur le travail mental? Ça a été quoi ton déclic en fait de dire, peut-être, je sais pas comment ça s'est passé, mais est-ce qu'un matin tu t'es levé et tu dis, ah merde, tu vois,
en fait, je me rends compte là, je dois vraiment m'améliorer sur cet aspect-là ou sur cet aspect-là? Comment ça s'est passé vraiment plus concrètement? Ben, en fait, j'avais un agent à l'époque qui m'avait dit, ouais, je pense que c'est intéressant que tu essayes à coach mental. Parce que ça commençait un peu à venir l'époque où tout le monde essayait un peu, qui travaillait avec des coachs mentaux. C'était 2000, je pense, 10. Et je savais déjà qu'il y avait plusieurs gardiens de plus haut, de profil un peu plus haut que moi, qui travaillaient avec des coachs mentaux. Et je me dis, bah, je pense qu'il le fait, c'est qu'il y a une bonne raison et que ça doit vraiment fonctionner. Donc je me suis dit, bah, c'est là, ça a été le clic, me dire, ouais, il faut vraiment que j'essaie. Si moi-même, je veux essayer de réussir à faire une bonne carrière, ben, je suis obligé de travailler avec ça. Et puis, c'était un investissement dans ma carrière, en gros. Et puis ouais, de pouvoir essayer de progresser. Après, comme ça, je me suis toujours dit, si un jour ça n'a pas marché, je pourrais pas me dire, bah, j'ai pas assez travaillé le mental ou j'ai pas assez travaillé ça. Physiquement, je savais que je travaillais assez sur les terrains et tout ça, mais après, j'ai dit, ah, c'est vraiment la deuxième partie derrière qui est le mental. J'ai dit, il faut vraiment que je travaille fort dessus pour me donner toutes les chances de réussir. C'est Ouais, intéressant parce que tu te dis, c'est ça, tu voulais te donner tous les moyens de réussir et vraiment, au final, enfin, arriver en fin de ta carrière en disant, OK, j'ai aucun regret, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et maintenant, par rapport à ce travail mental, est-ce que entre tes 20 ans et aujourd'hui, donc 31 ans, si tu devais souligner, ou peut-être tu t'en rappelles ou pas, mais les deux, trois plus importantes leçons vraiment qui ont changé ta vie suite à ce travail mental, quelque chose qui a vraiment changé en toi. Je dirais que sur les 10 ans ou 11 ans maintenant, vraiment, tu apprends à te connaître beaucoup mieux en fait. Moi, je me suis toujours dit à 20 ans, ah ben, j'arrive à faire ci ou j'arrive à ça, je pense que j'irai ci et ça. Puis après, quand ça arrive, pas forcément. Et puis quand tu as travaillé pendant 5, 6, 7 ans avec la personne, il y a des petits trucs, des stratégies que tu peux utiliser pour sortir d'un mauvaise phase dans un match ou comme ça. Et ça a vraiment été un truc pour moi qui a été énorme. C'est que je suis devenu beaucoup plus consistant aux entraînements, beaucoup plus consistant en match. Et après, je pense aussi à l'âge qui joue un rôle dessus, le nombre de matchs et tout ça. Mais je pense que l'aspect de travailler mental a énormément aidé à être plus vite consistant et plus vite régler ses propres émotions, etc. Ouais, moi, j'ai envie de souligner ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est enfin, pas tabou. Bon, ça existe beaucoup les psychologues dans le sport, mais des fois, j'ai l'impression qu'on a de la peine à dire: «Oui, alors je vois quelqu'un pour m'aider» et cetera. Alors que je pense justement qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde devrait profiter de ça finalement. Enfin, c'est un métier et puis aussi, on sait que dans le foot, comment ça se passe. Maintenant même, quand on voit sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ça donne encore une plus grosse pression, notamment aussi pour les jeunes. Donc toi, ben, est-ce que toi, tu le conseilles aux jeunes déjà ça? Alors, je le conseille à 500%, mais le problème, c'est que c'est un état d'esprit qu'il faut avoir dès le départ. Si je pense que tu vas là-bas pour te dire, ah, mais j'ai pas envie que eux ils le sachent ou j'ai pas envie que l'entraîneur s'y sache, ça va être difficile. Je pense qu'il faut vraiment être convaincu d'aller et dire, ouais, ça va être la chose qui va m'aider. Je pense que maintenant, c'est encore en Suisse surtout, je pense, d'après ce que je me rappelle, c'est un peu plus ouvert d'esprit maintenant, on en parle plus, c'est quelque chose qui est assez normal. Et je remarque que, par exemple, ici en Angleterre, c'est encore très refermé à ce niveau-là. Je dirais en première ligue, ça travaille sur moi au niveau psychologue et tout. Tous les clubs que j'ai eu, en tout cas en Championship, ils avaient des psychologues, même en Ligue 1. Et ça commence à développer. Maintenant, est-ce qu'ils les utilisent, c'est une autre chose. Mais ça commence à venir. Et ils commencent à remarquer qu'il faut un peu ouvrir les esprits et pas se dire que si tu as une mauvaise phase, c'est pas parce que voilà, il y a plein d'éléments autour de ta vie qui jouent le rôle. Et c'est ça que il faut avoir, ouais, c'est un état d'esprit et si t'as pas cet état, ben, ça, c'est difficile. Mais ouais, je le recommande à 100%. Ouais. Ouais, c'est marrant parce que c'est vraiment, c'est comme tu as dit, Guillaume, on dirait vraiment une tendance qui est en train de se marquer ces dernières années où avant, ben, évidemment, on avait conscience qu'il fallait travailler sur le corps physique. Et puis là, on se dit, ah, mais en fait, on a une marge de progression mentale aussi. Peut-être qu'on peut élever nos performances à travers le mental. Est-ce que toi, ton travail que tu fais au quotidien en rapport avec le travail mental, voilà, pardon, est-ce que ça s'arrête vraiment que sur le terrain? Ça veut dire ta gestion des émotions en match, l'entraînement, etc., etc., et d'autres choses? Ou bien ça va plus loin? Ça veut dire que ça concerne même l'homme que tu es, mais dans ta vie peut-être privée ou hors football, quoi. Je pense que ça dépend de la phase où tu te trouves, tu vois, parce que moi, par exemple, maintenant, c'est vrai, c'est devenu vraiment que focalisé sur le terrain. Euh,
parce que voilà, j'ai moins de. Quand tu es un peu plus jeune, tu as des soucis, tu te dis est-ce que je vais y arriver? Il y a plein d'éléments qui arrivent, tu vois, tu te dis est-ce que je dois travailler, est-ce que je dois faire ci? Il y a plein de questions. Et en tout cas, avec celui que j'ai travaillé à la manière, il m'a aidé à genre dire non, mais c'est la route que tu dois faire, c'est, tu vois, un peu un guide comme ça. Après, ça ne veut pas dire que ça t'amène au succès, mais c'est un guide qui te donne un peu pour te dire écoute, fais-toi pas de soucis à ça, ça va arriver, tout ça. Et puis, plus j'ai envie de dire, je venais dans l'âge, plus je disais, ah, ben, j'ai plus ces problèmes. Maintenant, mon problème, c'est ma carrière, c'est que mon foot. Et puis, tu te gères aussi un peu mieux. Ouais, je pense que ça va un peu des deux. Et je pense que les joueurs qui ont des soucis autant sur le terrain que sur l'extérieur du terrain, qui est vraiment décisif, je pense, d'une carrière, c'est hyper important, je pense, d'avoir un soutien comme ça. Moi, j'aimerais parler maintenant d'un autre aspect. Ça concerne les échecs. En parlant d'échecs, tu as relevé que ces derniers t'ont permis de t'endurcir mentalement. Moi, j'aimerais, ben, si tu peux déjà nous donner quels ont été pour toi un ou deux échecs que tu as eu à affronter dans ta carrière, et puis qu'est-ce que tu as retiré comme leçon de ces échecs? Alors, je pense qu'il y a eu un échec en Suisse au niveau sportif, j'aurais dit. C'était mon deuxième prêt à Bologne. J'avais fait une année à Yverdon, c'était bien passé. Et puis, je prolonge mon contrat au FC Bâle. Et puis, il me reprête au FC Bologne. Et je suis arrivé là-bas et c'était pas tout, le club, l'entraîneur, tout avait été un peu structuré à la dernière minute. On était, je pense, ouais, 9 le premier jour de préparation à avoir signé officiellement au club. Et il y avait genre 40 joueurs en test. C'était incroyable. Et je pense qu'après, les résultats d'ailleurs du premier tour avaient montré que ça a été fait un peu ouais, à l'arrache. C'était fait à la dernière minute. Et puis, je pense que là, c'était un aspect vraiment mental. J'avais tellement été habitué d'arriver dans des équipes déjà faites, dans un club assez, comment dire, qui a une bonne balance, qui travaille bien. Même Yverdon, à l'époque, c'était un club assez stable et tout ça. Et ça aide énormément. Et puis, je pense que c'est une expérience qui m'a amené énormément plus tard. C'est que je suis arrivé dans un club, c'était pas du tout balance, c'était la cata, c'était tout fait à l'arrache au dernier moment. Et puis moi, il me fallait cet environnement un peu pour me sentir bien, que ouais, j'avais une bonne équipe et tout, et c'était pas le cas. Et du coup, c'était difficile à jouer. Et je pense que ça m'a aidé après plus tard, quand j'ai voyagé, même en Angleterre ou comme ça, ça m'a aidé à m'adapter à différentes situations. Et puis dire, ah ben, j'ai envie de dire, c'est égal ce qui se passe à côté de ma position, mais moi, je suis toujours la même personne, je joue toujours la même chose, qui est 5 joueurs, 20 joueurs, pas d'entraîneur, un entraîneur, je reste la même personne. Et puis, ce genre de choses a aidé pour le futur. J'ai envie de revenir à la base après cette petite discussion mentale un peu. Donc, pour planter le décor, tu as fait tes débuts à Cornou, je ne sais pas si je prononce correctement, c'est ça, à C'est Neuchâtel, juste. Ouais. en 1999, sauf erreur. En 2002, tu as rejoint pardon, Neuchâtel Xamax, puis tu as joué ensuite au FC Bâle, U21, puis le FC Bâle, etc., etc. Avant quoi que ce soit, en fait, j'aimerais revenir encore à toi. Est-ce que tu peux nous donner 3 mots pour décrire ta personnalité? Honnête, généreux, et il y a, je pourrais même pas le décrire en français, je crois, c'est demanding. Exigeant. Comment? Exigeant. Exigeant, exactement, exigeant. Très exigeant à moi-même. Ça serait les 3 mots que j'utiliserais. Et ça, bah, ça devient d'où? J'ai envie de te demander. Ces trois mots, ça devient d'où? Ça a toujours été Alors, le cas honnête et généreux, c'est sûr que c'est de ma famille. On est des gens, ouais, on aime être, on est des personnes assez, je dirais, gentilles. On est vraiment, ouais, on essaye d'être le plus honnête possible, le plus juste possible. Et puis, pareil avec l'exigence, tant mes parents, mes frères, ma sœur, on travaille très dur et c'est toujours très exigeant, on veut toujours plus que ce qu'on a. Et puis, ouais, je pense que c'est vraiment de la famille, quoi. Pour revenir donc avant à ce que j'expliquais et puis planter le décor si on veut, donc tu es originaire de Cornouailles à Neuchâtel, premier club dans lequel tu as joué étant plus jeune. Durant une précédente interview, tu disais avoir de beaux souvenirs de cette période. Alors est-ce que tu peux nous raconter un peu et vraiment nous emmener
dans cette étape de ta vie? Dans la phase où je jouais pour le FC Corno. Ouais, le début de toi et le football, comment ça s'est passé? Pourquoi le football à Corno, etc., etc. Bah, à Corno, facile, parce que mes parents, ils habitaient à Corno et à l'époque, tu restais dans ton village enfin, tu jouais dans le village où tu habitais. Et pour la passion du foot, c'est vraiment depuis tout petit. Mes parents m'ont toujours dit, dès que je marchais, je shootais un ballon, c'était direct, j'étais né avec. Et puis, mon oncle, à l'époque, jouait déjà un peu au foot et ça aidait. J'étais tout de suite dans le bain, il m'a emmené des maillots, des choses comme ça. Et puis, vraiment, depuis tout petit, j'ai commencé. Et puis, depuis tout petit, je disais, ah, mais moi, c'est sûr, je vais être footballeur professionnel. Et puis voilà, des fois, quand t'es plus jeune, on te rigole, on dit, ah ouais, c'est joli qui rêve et tout. Et puis quand ça vient un peu plus sérieux, ils disent, bah ouais, il l'a quand même fait, quoi. Donc c'est assez marrant. Mais ouais, à l'époque à Cornell, c'est juste, t'as un enfant, t'as la joie de jouer, t'es content, tu vois, c'est des copains et tout, c'est juste incroyable. Et voilà, mais j'ai toujours tout de suite pris les choses assez vite au sérieux, même quand j'avais 7-8 ans. Pour moi, c'était gagner, c'était essentiel, perdre, c'était la catastrophe. Vraiment, mes performances personnelles devaient être déjà au top et tout. Vraiment, pour moi, c'était vraiment plus qu'un jeu, quoi. C'était vraiment le truc que je pouvais pas manquer, quoi. Moi, j'ai envie de te demander, par rapport à ton poste, tu es gardien, mais est-ce que tu as toujours été gardien dès tes débuts ou bien tu as aussi un peu joué en tant que joueur? Non, quand j'étais tout jeune, je sais plus vraiment l'âge que c'était, mais je sais que je jouais défenseur gauche ou défenseur central parce que j'étais déjà très grand, donc ça aidait. Et puis après, plus tard, c'est qu'on faisait un peu des moitiés de match, ou bien on faisait un match chacun comme ça. Et ben, là, je crois le gardien qui était au-dessus de moi était un peu plus âgé. Et du coup, il est passé à un niveau supérieur. Il n'y avait plus que moi dans l'équipe. Et il a dit, ben voilà, on n'a pas de gardien, donc presque c'est toi qui vas jouer tous les matchs. Et depuis ce jour-là, voilà, je suis plus sorti. Est-ce que pour toi, au début, vu comment tu prenais les choses sérieusement et tu étais impliqué, est-ce que ça t'a fait du mal que les gens ils rigolent un peu et qu'ils te sous-estiment, entre guillemets, en disant, ah tiens, c'est un gamin qui rêve comme d'autres, tu vois? Ou pas du tout, tu l'as pris vraiment à la légère, ça fait partie de la vie, je crois que c'est un peu comme ça partout. Et puis tu as juste prouvé à ces gens-là que c'était plus qu'un rêve. Euh, ouais, des fois, quand tu disais, ouais, non, souvent, c'est pas possible. On répondait, quand tu es à l'école et on te demande, genre, ouais, c'est quoi ton futur métier ou qu'est-ce que tu aimerais faire? On te dit, ah, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Surtout en Suisse, à ce moment-là, le foot professionnel, il y avait peut-être 10-12 équipes et c'était le max. Et puis, il y avait même pas la Challenge League, ça n'existait même pas pro et tout ça. Donc, c'est clair, quand on dit, ouais, c'est pas possible, mais moi, dans la tête, j'ai dit, non, mais ça va être possible. Et puis, bien sûr, après que les années, ça a évolué, et puis il y a eu plus d'opportunités, les académies, les centres de formation, tous ces trucs comme ça sont arrivés au bon moment pour moi. Et puis du coup, bah ouais, ça, c'est arrivé comme je l'avais prédit, on va dire, mais c'est clair, il y a eu aussi de la chance, ça a bien fonctionné au bon moment. Est-ce que ça, c'est aussi inhérent un peu à la mentalité, pas pour enlever quoi que ce soit à la culture de notre pays, enfin de la Suisse tout simplement, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en Suisse? Alors, j'ai envie de comparer ça à d'autres pays peut-être dans lesquels on nous autorise à rêver même plus grand, et puis ici, on va nous dire grosso modo, suis ton cursus habituel, faire tes études, cette sécurité-là, cette éducation-là générale, on va dire. Est-ce que toi, aussi en Angleterre, tu remarques que c'est la même chose ou c'est différent, par exemple, dans un pays où le football est très développé aussi et marque le monde, je crois? Alors, pour un peu répondre à la première question au niveau mentalité suisse, je suis tout à fait d'accord. On est vraiment assez fermé à ce niveau-là. Genre, non, c'est pas possible ci, c'est pas possible ça c'est possible, c'est le chemin que tu dois suivre. Et on laisse des fois pas assez ouais, pas d'imagination, mais on laisse pas le choix à la personne de dire, ben non, mais je vais essayer avant de dire que c'est pas possible. Et puis, surtout en Angleterre, le foot, c'est tellement grand. Et je pense que quand un jeune vient te dire en Angleterre, je vais devenir professionnel, beaucoup de gens disent ça va être difficile, mais c'est possible. Parce qu'il y a, je crois, 92 équipes professionnelles. Hmm. Il y a, bien sûr, la population est beaucoup plus grande, mais il y a tellement de jeunes qui veulent devenir professionnels et ça arrive souvent. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus réalisable. Et les gens, quand ils disent je veux devenir footballeur professionnel en Angleterre, je pense qu'ils les prennent plus au sérieux en disant ouais, non, c'est vraiment un job possible comparé à d'autres travails disponibles ici en Angleterre. Je voulais revenir donc sur. Avant, tu as mentionné tes parents qui t'ont transmis ces valeurs, donc l'exigence, mais aussi la générosité, l'honnêteté.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec ton papa et ta maman? Tu as aussi parlé de tes frères et sœurs. Raconte-nous un peu, c'est ça ta relation avec eux, comme tu l'as jamais fait. Ben ouais, c'est vrai qu'on a une relation assez unique. J'ai envie de dire, on est très familial, on est souvent en contact. Moi, j'ai quitté la maison, j'avais 14 ans, je crois. Et puis, ouais, ça a jamais arrêté. Je veux dire, c'est des choses qui, enfin, c'est grâce à nos parents, hein, beaucoup. En tout cas, avec mes frères et ma soeur, on s'entend aussi bien. Et puis voilà. Et je pense que le fait que je suis en Angleterre aussi, quand je rentre en Suisse, c'est hyper agréable. Tout le monde se retrouve et tout, et ça change jamais. On peut pas se voir pendant des mois et des mois, et le jour où on se voit, c'est comme si on s'était vu hier. Et je pense que beaucoup de gens qui ont des frères et sœurs vont peut-être dire la même chose, bien sûr. Et en tout cas, ma relation avec moi, c'est vraiment, ça a toujours été top. Mais ma sœur a habité ici en Angleterre pendant 3 mois, et on en rigolait parce que les gens étaient, ah, mais comment tu as pu habiter avec ton frère? Moi, je me battrais après 2 semaines avec lui, et bah, nous, c'était pas du tout le cas. Nous, c'était rigolade sur rigolade, limite deux gamins qu'il fallait séparer parce que c'était insupportable. Donc, ça montre un peu la relation qu'on a. Et ouais, non, j'ai une bonne relation dans la famille, et puis je pense que ça te permet d'être plus heureux aussi, sans savoir que tu as des soucis familiaux et tout. Et j'étais très chanceux à ce niveau-là. Moi, j'aimerais te demander par rapport à tes parents, voilà, on disait avant que du fait qu'on dise en Suisse on va être footballeur, on dit que c'est pas possible, et cetera. Eux, comment ils ont été avec toi par rapport à ça, au fait que tu veux devenir pro? Est-ce qu'ils ont toujours été derrière toi à te soutenir, à t'aider le plus possible, hein, pour que tu atteignes ton rêve? Ou ils ont été aussi plus: «Ah non, il faut que tu continues l'école, travailler à côté», et cetera? Enfin, comment ils étaient avec toi? Alors, ils ont toujours été supportifs, mais vraiment au top. Mais ils ont toujours dit, ouais, faut travailler à côté, faut faire un métier ou un apprentissage, quelque chose comme ça, des études à côté pour toujours arriver, tu vois, avoir un truc, comment, un deuxième plan au cas où ça marche pas. Et puis, je pense que vers l'âge de 14 ans, 15 ans, je me rappellerai, bah, c'était plus ou moins vers la fin, où tu finis l'école secondaire. Et on a fait la connaissance de Bernard Chaland parce que je jouais avec Mehdi, son fils. Et je me rappelle toujours, Bernard Charles avait dit à mon père, mais ils ont le temps, et laisse-les jouer. Si à 20 ans, ils n'ont pas réussi, ben Nike, ils commencent un truc, qu'ils fassent quelque chose. Il y aura des opportunités qui vont s'ouvrir, c'est sûr. Mais ça ne va rien changer qu'ils le fassent maintenant ou dans 2 ans. Mais pendant ces 2 ans, ça peut être genre un peu crucial pour eux de savoir s'ils vont le faire pour être professionnels ou pas. Et je pense qu'à ce moment-là, ça lui a fait un déclic en disant, ouais, il a sûrement raison, on peut commencer maintenant des études à 35 ans. Et ça a vraiment évolué à ce niveau-là. Et je pense que ça a été le déclic en disant, ben, vas-y, profite, fais tout pour ton rêve. On va t'aider à ce point-là. Et puis, si on voit que ça commence à pas fonctionner, ben, on trouvera une deuxième solution. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, et puis je crois que ça fait un lien direct, enfin, en tout cas comment tu décris la relation et la complicité que tu as avec les membres de ta famille, ce côté où vous êtes soudés, qui doit vraiment être un avantage pour toi pour avoir la tête légère, puisque comme tu disais avant, souvent les problèmes peut-être en dehors du terrain, ils peuvent prendre beaucoup de place. Alors en tout cas du point de vue familial, il semblerait que ça se passe bien. De nouveau, pour te citer encore, dans une précédente interview, de nouveau, tu disais que le meilleur conseil qui t'a été donné est celui de ton père qui t'a dit: joue au football parce que tu aimes ça et non pas pour l'argent. Je crois que c'est une phrase qui m'a marqué. Mmh. C'est quoi pour toi, enfin, l'importance de l'éducation même que tu as reçue de tes parents? C'est tout? C'est pas tout? Est-ce que ça a eu un impact énorme dans ta carrière ou dans l'athlète même que tu es devenu ou pas? Alors, je pense que quand tu es jeune, l'éducation de tes parents, c'est vraiment important qui va définir un peu ta carrière, je pense. Puis après, quand tu arrives un peu plus âgé, après, je pense peut-être après les 20 ans, tu commences à te former un peu toi-même, ton propre caractère, ce que tu as besoin et ce que tu n'as pas besoin, tu vois. Donc, je pense que, ouais, bien sûr, sur les premières années de ta carrière et tout, c'est hyper important. Et je pense aussi qu'après, tu dois aussi être capable de lâcher un peu, on va dire, le cocon familial. J'ai connu des joueurs qui étaient hyper près de leurs parents, mais au point incroyable. Ils avaient déjà 27, 28 ans, mais ils ne pouvaient pas les lâcher plus de 2 semaines. Et je disais, mais ça t'aide pas forcément, en fait. Il faut vraiment que, ouais, tu restes en contact, mais que tu puisses être aussi un peu seul, et te créer toi-même ton propre identité. Voilà, c'est ça plutôt, de créer ta propre identité. Et aujourd'hui, s'il y avait une chose que tu devrais la remercier de t'avoir, inculqué ou éduqué, ça serait quoi? Ben, merci de m'avoir conduit en voiture tous les jours pour aller à l'entraînement.
Sinon, j'aurais dû marcher. Non, je sais J'espère pas, que tu comprends, alors. il y en a plein, mais bien sûr, ils ont fait plein de choses. Je peux même pas, il y en a tellement, on parle quand j'étais au centre de formation à Payerne, ils venaient me chercher en voiture. Et beaucoup de joueurs, ils devaient prendre le train, tu vois, des petits trucs comme ça qui pour eux leur prenaient énormément de temps. Pour moi, j'ai l'impression que c'est normal, mais maintenant, je remarque que c'était fou. Il partait de son travail l'après-midi pour venir me chercher, pour pas que je leur prenne un train et compagnie. Et plein de choses comme ça. Ça peut être support financier, ça peut être plein de trucs. Et ça, à jamais tu peux remercier, c'est pas possible. Je pense que tu remarqueras le jour où je serai moi-même un papa et je dirais, les efforts que j'avais faits, c'était incroyable, en fait. Je pense que il y a aussi un sujet enfin, quelque chose que tu as mentionné juste avant qui était assez intéressant, je trouvais, qui a jamais été mentionné jusqu'à maintenant. C'est par rapport à créer sa propre identité et sortir de son cocon familial. C'est vrai que dans le football, généralement, enfin, on peut rencontrer assez fréquemment des gens, enfin, des joueurs, des joueuses qui sont partis de chez eux assez tôt. Ça doit forcément ça doit peut-être un peu les forcer à créer leur identité par eux-mêmes. Mais tu as aussi cité en fait le cas des joueurs qui sont plus âgés, 27, 28 ans, et qui sont si proches de leurs parents. Comment est-ce que toi, en fait, dans une famille avec autant de complicité, autant soudée, unie, est-ce que pour toi, c'était facile de créer ta propre identité, un peu de t'écarter de ta propre famille, de créer ton cocon familial? Enfin, de Alors, créer ton ouais, cocon non, familial. Je non, reprends je pense. mais je voulais dire bah, sortir de ce cocon familial, pardon. J'ai eu deux petits Ben, blocs de son qui m'ont perturbé. Je te laisse parler. non, non, mais je pense que ce qui a aidé, c'était mon départ de la maison, en fait. Parce que tous les jours, t'es plus à la maison, t'as plus tes parents. Alors, tu peux les téléphoner, mais c'est plus la même chose. Et puis, tu dois un peu te créer, t'endurcir toi-même le plus vite possible, parce que sinon, je sais pas si tu passes à la trappe, quoi. C'est fini. Donc, tu te dis, il faut que je fasse le nécessaire moi-même. Il n'y a que moi maintenant, je peux que compter sur moi-même. Et il y a eu le départ à Payerne à 14 ans, après à 16 ans à Bâle, et puis après à 22 ans en Angleterre. Et là, ça a été, chaque fois, c'était des déclics où tu t'endurcis, où tu deviens un peu, tu te dis, ah, j'ai besoin de ci et ça. Je dirais pas que c'était facile, parce que quand tu pars dans une autre, déjà, juste la Suisse allemande, le Suisse allemand, c'est déjà beaucoup plus difficile. On te perçoit au petit roman et tu vois, c'est un peu cette compétition roman suisse allemand. Ça, c'est hyper difficile. Et après, quand tu arrives en Angleterre, c'est encore un autre niveau. C'est carrément l'étranger. Tu vois, personne te parle. C'est chacun son boulot, chacun son truc. Et tu dois te former le plus vite possible parce que sinon, les années, elles passent et d'un coup, tu te retrouves et tu dis, ah, je sais pas, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Puis en fait, t'as jamais grandi, on va dire. Moi, j'aimerais maintenant passer un peu, voilà, revenir un peu au foot où voilà, tu as fait tes débuts de carrière en Suisse et à ce moment où tu quittes la Suisse pour l'Angleterre. Et à ce propos, tu disais, mon départ de la Suisse était un déclic dans le sens où je pensais y terminer ma carrière. Ça veut dire quoi? Donc, déjà, pourquoi et comment tu as eu ce déclic? Toi, tu envisageais vraiment de faire ta carrière en Suisse et tu peux nous en expliquer un petit peu tout ça? Alors non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2012, c'était, je pense, ça devait être janvier 2012. J'étais en contrat avec Bâle et Bâle me convoque et me dit voilà, on a plus besoin de toi. Genre, tu vas jamais atteindre la première équipe. J'avais 21 ans à ce moment-là. Il m'a dit tu vas pas atteindre la première équipe. À l'époque, c'était, je crois, Yann Sommer. C'est le projet. On a plus besoin on n'a pas besoin de jeunes derrière ça. On a déjà ce qu'il faut. Et puis, on pense pas que tu vas être à le niveau pour jouer pour le club et tout. Alors, du coup, ça devient un peu difficile. Tu te poses beaucoup de questions et ils me disent, mais tu peux même pas rester avec les moins de 21, c'est vraiment pour partir du club. Et là, du coup, c'était un peu compliqué parce que j'avais aucun club en Suisse, vraiment aucun club en Suisse, Super League ou Challenge League, on va dire, qui était intéressé de me prendre. J'avais fait 45 matchs en Challenge League et ouais, tout le monde a dit genre non, c'est pas le profil qu'on veut ou bien ci ou bien ça. Et en Suisse, il n'y a pas d'autres ressources. C'est Super League, Challenge League et après c'est fini. Et du coup, c'était vraiment compliqué. Et on m'a appelé, c'était le FC Chafouz avec Mauricio Jacobacci, qui était descendu en première ligue et qu'on dit on va remonter direct. Ils étaient deuxième ou troisième à ce moment-là. Et ils ont dit viens pour les 6 prochains mois, tu joues. Et puis après, voilà, après on verra ce qui arrive. Et là, dans ma tête, je dis bon, j'ai 21, j'aurai 22 à la fin de la saison. Aucun club en Suisse me veut.
Je me suis dit, bon, ben, j'ai toujours été assez réaliste dans ces situations, me dire, bon, ça va sûrement, ça s'approche plus de la fin que le début, là. Et je me suis dit, je vais aller pour 6 mois, je vais faire les matchs, et puis voilà, on verra un peu ce qui se passe. Mais dans ma tête, je pense que ça va être la fin, il faudra que je commence des études à la fin de l'année prochaine. Pourquoi pas rester à Chafou, ça peut être une bonne idée et tout. Et ce qui s'est avéré, c'est qu'en allant à Chafou, ça m'a vraiment enlevé un peu toute cette pression de toujours vouloir réussir, réussir, réussir. Et quand je suis arrivé là-bas, je dis, je connaissais 2, 3 joueurs déjà, c'était une bonne équipe, c'était vraiment une équipe de potes et l'équipe était beaucoup trop forte pour jouer en première ligue parce qu'ils avaient gardé tous les joueurs de la Challenge League. D'ailleurs, beaucoup de ces joueurs vont même finir en Super League après la promotion et tout ça. Et voilà. Et c'était vraiment le moment où j'ai dit que ça va être fini. À la fin de la saison, ce sera terminé. Je pense pas que je vais signer un contrat peut-être à Charfous pour 1 année ou 2. Je vais commencer une étude et puis voilà, ça se terminera un peu comme ça. Et puis c'était assez difficile cette période parce que tu te dis, ouais, c'est fou quand même tout ce que j'ai investi et il n'y a rien en retour. Il y avait vraiment rien, rien, rien en retour. Et là, c'est hyper frustrant. Puis, c'est pour ça que je suis parti un peu à Charfous en me disant, bah, pas foutu pour foutu, mais après, je dis, bah, je vais, puis je joue, puis je me fais plaisir. Et puis, ça s'est hyper bien déroulé finalement. Et puis, ça m'a permis d'aller ailleurs après, ce qui est incroyable. Est-ce que le fait de… Avant, tu as parlé d'exigence de nouveau, et puis avant, je t'ai entendu dire que en partant à Chafouz, tu t'es comme libéré de ce poids que tu avais sur ses épaules, et cette auto-pression, cette auto-exigence que tu mets sur toi, est-ce qu'au final, l'exigence, ça peut peut-être être un poison même? Parce qu'on veut tellement réussir, on veut tellement faire bien, qu'au final, ça nous limite. En tout cas, même par expérience personnelle, je pense que ça m'arrive parfois de l'être trop aussi. J'ai l'impression qu'on n'est pas libéré. Est-ce que pour toi, c'était un déclic sur ce point de vue-là aussi ou pas? Et ça a Je changé? pense, ouais, alors je pense que si tu veux réussir, je pense dans un domaine, n'importe quel domaine, foot ou ailleurs, je pense que tu es obligé d'être exigeant, mais il faut trouver le juste milieu, je pense. Et c'est ce qui est le plus difficile, je pense. Tant que tu n'as pas ce juste milieu qui est, OK, je m'exige énormément, mais pas trop au point de carrément me détruire, là, ça devient difficile. Mais ouais, je pense que si tu as le juste milieu, tu as beaucoup de chances d'avoir du succès. Mais comme tu dis, l'exigence, ça peut devenir une pression et c'est de l'autopression carrément. Et ça peut aussi détruire, ça peut aussi détruire. Bon, ça, c'est la question à 1 million de dollars, mais comment tu fais pour trouver juste le milieu, justement? Alors franchement, je pense avec, je dirais peut-être l'aide de coach mental, ça aide. Et je pense que l'âge aussi, la maturité énormément, t'aide énormément parce que quand tu as 20 ans, tu ne penses pas à autre chose, c'est que ça. Et puis après, ouais, tu grandis, tu dis, ah, mais en fait, est-ce que vraiment aujourd'hui cet entraînement était vraiment important au point que si je fais une erreur, ça va remettre en question toute ma carrière, tu vois, des choses comme ça. Tu prends les choses un peu plus à la légère mais je pense vraiment, franchement, l'âge en fait aide beaucoup. En fait, c'est, en tout cas pour toi, à t'entendre et ton histoire, c'est vraiment ce besoin euh, ouais, d'apprendre à avoir ce recul sur les choses qui t'est arrivé avec l'âge progressivement, quoi. C'est vraiment Ouais, ça. vraiment. Et c'est essayer d'avoir ce recul, quoi. Vraiment, moi, j'ai toujours, je travaille toujours un peu genre, sur ce qui se passe. Je me fais souvent, je me dis, ah, mais comment c'était aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? C'est ça, je travaille beaucoup avec ce qui se passait dans le passé. Et puis, ben, ça m'aide un peu dans le futur, quoi. C'est un peu donnant-donnant, quoi. Je prends un peu ce qui s'est passé derrière pour le mettre ou bien changer dans le futur. Moi, j'aimerais te parler un petit peu de nouveau, de ton poste de gardien qui est quand même un poste à part dans le foot, c'est un poste particulier. On sait quoi, des gardiens dans une équipe, tu n'en as qu'un. Et là, bon, tu donnais l'exemple avant à Bâle où voilà, ils ont dit on a Sommer, et ben derrière, voilà, même si à la rigueur, ils t'auraient proposé de rester, ben, tu sais qu'il y a Sommer. Toi, ben, des fois, tu es numéro 2, numéro 3. Mais comment on vit vraiment, ouais, comment on vit en tant que gardien quand on sait que voilà, devant nous, il y a un gardien qui est là. Alors après, ça peut vite changer, mais il y a des gardiens qui font carrière pro, alors ils sont pros, mais finalement ils jouent pas beaucoup de matchs, ils font toute leur carrière deuxième gardien, etc. Enfin, comment on vit? Est-ce qu'on est dans l'attente de se dire, en espérant qu'il va se passer quelque chose ou… Enfin, j'aimerais savoir comment on vit tout simplement une carrière de gardien comme ça. Franchement, c'est tellement, j'ai vécu les deux. J'ai vécu autant à Middlesbrough ou à Blackburn, j'ai vécu plutôt en numéro 2. Ici aussi à Huddersfield, numéro 2. Et ouais, franchement, c'est tellement différent que quand tu joues. Quand tu joues,
ben, tout est assez facile, je vais pas dire facile, mais les entraînements et tout, si tu vas vraiment dans un optique, ben, il faut progresser dans des domaines personnels, tout ça. Et quand tu vas en tant que remplaçant, c'est vraiment, moi, c'est vraiment, je vais là-bas pour prouver à tout le monde qu'ils ont tort. Et c'est une autre mentalité. Enfin, en tout cas, c'est comment moi je le vois. Et puis, j'ai toujours fait ça comme ça. Donc, pendant 3 ans ou 2 ans, j'étais numéro 2. J'étais à 100% tous les jours. Genre, je disais, ça va venir, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et finalement, ça vient jamais. Mais après, tu te dis, bah, pareil comme avant, j'ai aucun regret. Et surtout, ça me prépare, je me dis sûr que ça me prépare pour la prochaine étape dans ma carrière. Et tout ce que j'ai pu prendre ou progresser, bah, c'est pas du perdu, ça va juste se prolonger pour ta prochaine étape. Pour revenir sur l'étape qui a été la plus faste pour toi, je pense, dans ta carrière, comme on a dit avant, donc quand tu joues à Shrewsbury Town, je pense en League 2 au départ. Mhm. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui a été différent de ce passage de toi qui as joué dans ce club-là, de tous les autres clubs dans ta carrière? Alors, j'ai envie de dire, je suis arrivé dans un club qui était genre, ben, ils ont dit, ouais, Ludwiller, c'est notre numéro 1. C'est lui qui va tenir la cage pendant les 2 prochaines années. Et quand tu as cette confiance, quand tu sens le club qui t'aide, ouais, qui te donne cette confiance, ça te met. Moi, je la voyais différent. Beaucoup de gens me disent, ah, ça m'a mis en confiance et tout. Et moi, c'était différent. J'ai dit, ah ouais, ça, c'est la pression qu'il me fallait pour que je donne tout et que je sois au top de mon niveau. Et finalement, bah, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait 3 saisons là-bas, ça s'est hyper bien passé. Et ouais, je pense que c'était la différence avec peut-être d'autres clubs où, par exemple, là, j'étais à Fleetwood les 6 premiers mois de ce championnat, où j'étais plutôt entre un 50-50, on ne sait pas si tu vas jouer, tu vas plutôt venir un peu remplaçant, on verra ce qui va se passer. Que là, à Shrewsbury, c'était t'es notre numéro 1 et on compte sur toi. Et là, quand tu as ça, c'est là, bon, ben, je vais leur. Moi, je suis assez genre donnant. Si tu me donnes cette confiance, je vais tout faire pour te satisfaire d'une performance et tout. Et puis, Vas-y, moi, Guillaume. non, moi, j'aimerais bien venir sur l'équipe nationale du Canada. Voilà, on sait que tu es suisse et canadien. Ben, j'aimerais savoir comment ça s'est passé. Qu'est-ce que tu as ressenti lors de cette première sélection en 2016, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que c'était un objectif pour toi ou est-ce que c'est plus une surprise? Enfin, comment tu l'as vécu? Ben, en fait, ça faisait de nombreuses années que j'ai dit faut que je fasse faut que je fasse le passeport et ben, j'avais toujours une carte, genre une sorte de carte d'identité et j'avais besoin du passeport pour aussi dire que j'étais canadien et ça faisait des années et surtout que le Canada avait des équipes de moins de 23 ans. En Suisse, on s'est arrêté à moins de 21. Et quand moi j'ai fait les moins de 21, c'est là où je dirais pas que après ça a été genre un peu la fin. J'ai fait les moins de 21 2, 3 fois et en Suisse, ça s'est arrêté. Je dis mais j'ai encore 2, 3 ans parce que tu peux jouer jusqu'à 24 ans avec les moins de 23 ans. Et il dit ce serait idéal et tout, mais en fait j'étais un peu perdu. Je dis mais par où je commence, qui j'écris, à qui je parle. Euh, Tu vois, c'est l'autre côté, c'est un autre continent. C'est pas un truc facile. Et, euh, et voilà, et puis pour finir, et franchement, je pense que si à ce moment-là, j'aurais réussi à rentrer en contact avec eux, et sachant que j'étais à Bâle et tout ça, je pense que j'aurais pu être en Ligue nationale beaucoup plus rapide que ce qui s'est déroulé à la fin. Mais ouais, bah, ça s'est passé en 2000, à l'époque j'étais à Shrewsbury, et il y a eu un article au Canada, genre qu'il y avait potentiellement un gardien canadien qui jouait en Angleterre, et genre ça se passait vraiment bien. Enfin, j'avais été interviewé par la BBC et tout ça. Et ça arrivait dans mes oreilles de l'association de Canada Soccer. Et d'un coup, ils ont dit, ah, mais c'était vrai. Et ils ont écrit un email au club en disant, genre, hey, c'est vrai, vous avez un gardien canadien. Et ils sont venus vers moi, ils disaient, mais t'es canadien? J'ai dit, ouais, c'est ça. Ah, bah oui, c'est vrai. Et c'est comme ça que c'est rentré en contact. Mais vraiment un coup de chance énorme. C'était un gars qui a remarqué ça, que j'avais du sang canadien et qui a dit, hey, je crois qu'il pourrait jouer pour l'équipe nationale du Canada. Et c'était genre, je crois même un forum ou un truc comme ça. Et c'est comme ça que c'est sorti. Et après, ça a pris du temps. Après, j'ai dû faire la transition entre la Suisse et le Canada. Et c'était à l'époque où il y a eu beaucoup je dirais presque de magouilles, de passeports, des gens qui jouaient pour des pays, qui repartaient dans un autre, et ils changeaient les règles à ce moment-là. Et ça a pris, je crois, 18 mois en tout pour prouver que j'étais vraiment canadien et que je puisse jouer pour ce pays, quoi. Ah, Ok. donc ça veut dire que toi, tu avais vraiment, tu y avais jamais pensé, pardon.
Moi, j'y avais déjà pensé plein de fois. Mais pareil, c'était toujours la même chose. Je me disais, mais ouais, je sais pas comment je les contacte. Je vais sur le site, je dis, hey, salut, c'est Jason, je suis canadien, tu vois, c'est un peu bizarre comme méthode. Et c'était ça le truc, je disais, je sais pas franchement. Et puis après, tu dis, bon, je suis dans mon club, je me fais plaisir, je joue ici. À ce moment-là, je pensais qu'à ça. Et quand ça c'est arrivé, je dis, ah ouais, c'est ce qu'il me fallait à ce moment-là de ma carrière. Est-ce que tu penses vraiment que peut-être quelque chose qui a fait la différence dans ta carrière et dans ton histoire personnelle, c'est ta capacité, j'ai envie de dire presque, à te projeter ou être convaincu que tu vas réussir à atteindre un certain palier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Depuis le départ, tu travailles dur et tu dis je vais y arriver. Évidemment, tu vas faire face à des échecs, comme tout le monde, on va plus faire face à des échecs si on veut qu'à des réussites dans notre vie, de manière globale. Mais ça t'a quand même permis d'accomplir ces histoires incroyables. Genre, cette histoire avec la sélection du Canada, c'est de la folie en vrai. C'est un peu, Ouais, non, c'est clair. c'est comme tu pars en Angleterre et j'ai envie de dire, et tu me confirmeras, mais c'est peut-être là-bas, c'est là-bas même, j'ai envie de dire, t'as eu tes meilleures années. Alors en Suisse, tu étais au bord du gouffre, vraiment, tu te dis, putain, je dois arrêter. J'ai 22 ans, puis le gars, il revient. Et il prouve encore que les clubs avaient tort, mais je sais pas, c'est un truc de fou quand même. Mais ça a été, franchement, c'est un résumé de ma carrière. C'est vraiment ça. C'est que chaque fois, en fait, que quelqu'un doute de moi, ça me motive plus. Je dis, tu doutes de moi? Il n'y a pas de problème, mais je vais te prouver tout le contraire de ce que tu penses de moi. En fait, j'ai toujours travaillé comme ça. Et après, c'est bien ou pas bien, je sais pas, mais ça arrivé plein de fois. C'est arrivé récemment, Fleetwood, par exemple, mon dernier, avant que j'y signe en juillet, c'était, ou ouais, plus tard. Ce club, j'ai parlé en été avec eux, ils m'ont dit, genre non, on n'est pas trop intéressé, t'as pas joué pendant 3 ans, on va voir un autre profil et tout. Le gardien qu'ils ont pris s'est blessé. Ils m'ont rappelé derrière en disant, ouais, t'es toujours libre, tu serais toujours intéressé de venir. J'ai dit, ah ouais, je vais venir. Mais dans ma tête, j'ai dit, mais je vais vous tuer tous, un par un. Je vais tous vous montrer que vous avez tous sous-estimé et je vais vous montrer que vous avez pris la mauvaise personne. Et après 5 matchs ou 6 matchs, je suis devenu numéro 1. Et pendant les 18 prochains matchs, j'étais indiscutable pour le coach. Il était non, mais ça, on va te re-signer. C'était mon nouveau numéro 1 et tout. Mais j'ai dû aller là-bas pour prouver que vraiment, il s'était trompé de choix. Et ça a été souvent dans beaucoup de cas comme ça où je dis, mais vous pensez vraiment ça de moi, il n'y a pas de problème, mais moi, je vais vous montrer tout le contraire. Et c'est une motivation, en fait. Ça me motive. Quand, on va dire, tu me piques, là, j'ai envie de dire, c'est là où je deviens le meilleur. C'est vraiment, j'ai presque besoin de cette adrénaline pour me motiver et devenir à mon plus haut niveau. Je crois que ton club, Huddersfield, a entendu l'avertissement. Ça marche que sur certains clubs. Pour toi, c'est une question marrante, mais j'ai l'impression, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là où ça, en fait, on vit un peu dans un monde où certains sont capables de voir plus haut que le monde, si on veut, et d'autres, dès qu'ils vont rencontrer des gens assez ambitieux, ils vont dire, ah non, mais mec, laisse tomber, quoi. Est-ce que pour toi, est-ce qu'à un moment, ça a été un poids pour toi de devoir prouver que les gens ont tort ou pas du tout? Pour toi, ça a été facile. Parce qu'entre guillemets, c'est un peu presque comme d'énergie négative. On te met de la négativité sur toi et toi, tu dis, OK, je m'en débarrasse. Mais il y a un petit peu ce côté, en tout cas, moi, j'ai l'impression, ce côté où il y a ce côté négatif qu'on te met sur toi et tu dois vraiment enlever le manteau, tu vois. Est-ce que pour toi, ça a été facile, jamais un problème ou parfois ça a été un poids même? Non, je pense que si je dirais que c'est facile, ce serait mentir. T'es bien sûr, tu y penses tout le temps. Tu dis, mais comment ils peuvent douter encore de, tu vois, j'ai fait ci, j'ai fait ça, comment ils peuvent encore douter de ça? Et souvent, ce que j'ai eu, et surtout ce qui s'est passé maintenant avec Fleetwood, il y a eu, je dirais pas marrant, mais beaucoup de clubs en été ont dit genre, ouais, on n'est pas trop sûr, c'est ça, ci, ça. Et quand j'ai commencé à me jouer mes dizaines, quinzaine de matchs, des clubs rappelaient un peu genre mon agent en disant, mais il va bien, il joue bien et tout, c'est comment, on le voyait pas comme ça et tout. Et puis mon agent, mais vous avez dit. Et bien sûr, tu te dis, ouais, c'est frustrant en fait. Je dirais plus que c'était frustrant parce que là, mais j'ai jamais changé, j'ai toujours été la même personne. C'est vous qui avez fait une image sur moi, vous qui avez créé cette image. Ou bien c'est peut-être l'image que moi je reproduis aussi, hein. Faut un peu voir les deux aspects. Et puis, ça, c'est plus frustrant parce que là, comme c'est fou, quoi, que, ouais, il y a 10 matchs en arrière, j'étais exactement le même joueur que 10 matchs après, mais j'ai réussi à changer mon image en 3 mois.
Et ouais, c'est assez bizarre. C'est même frustrant, justement. Tu te dis, mais ça, c'est fou. Non, moi, je pense vraiment que c'est une question ouais, d'être fort dans la tête pour de vrai. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, il y a ceux qui vont justement utiliser ça comme motivation. Et puis, il y a d'autres, ben, ça peut simplement les couler. Enfin, si t'es pas vraiment la tête, j'imagine, ouais, ça peut mal tourner, quoi. Ah, bien sûr, complètement. Mais justement, c'est comme je dis, ça serait de mentir si je dis, ah, c'est facile et tout, tu fais juste. Ouais. Non, non, ça travaille dans la tête. Surtout moi qui travaille beaucoup au mental. Moi, c'est ça. Tu te bats en fait un peu comme toi, dans toi-même. C'est un gars positif et un gars négatif et tu te bats un peu contre toi-même en te disant, non, non, mais je vais leur prouver. Et puis après, tu vas peut-être recevoir un téléphone d'un club qui dit, ah non, mais on pense qu'il est pas fort. Et tu dis, ah, peut-être qu'il a raison. Puis après, tu dois retravailler contre toi-même. Dire, non, non, mais je sais de quoi je suis capable. Après, je suis pas Iker Casillas ou David De Gea. Tu connais tes capacités, mais tu vois, tu veux leur prouver qu'ils ont tort. Hmm. Ouais, la vie, c'est un combat contre soi-même. Peut-être le plus grand défi, c'est soi-même avant de parler des autres. Exactement. Exactement. Pour quelqu'un qui a beaucoup voyagé, avant tu parlais du Canada en disant que c'était vraiment de l'autre côté, entre guillemets, parce que c'est un autre continent. Voilà. Voilà, comme pour quelqu'un qui a beaucoup voyagé, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris en bien de la culture au Canada? C'est comme on l'a vu là-bas, et puis des gens que tu as pu rencontrer, et quelque chose que tu as pris dans ton bagage maintenant et que tu ramènerais chez toi en Suisse. Alors, au Canada, il y a un truc qui est incroyable. Tu peux être habillé en training du Canada complet. Tu peux te promener en ville à Toronto et il n'y a personne qui te calcule. Franchement, tu pourrais te balader avec 2 bouteilles de champagne, des bières et tout. Il n'y aurait personne qui te calculerait. Chose qui serait impossible en équipe nationale suisse ou même en Angleterre, ce serait impossible. Il y a tellement peu de valeur par rapport à l'équipe nationale. C'est genre vraiment, tu vas dans un café, il dit, ah, mais vous faites quoi? Il dit, ouais, genre, l'équipe nationale de foot, et ce genre, c'est cool. Et voilà, pour eux, ça leur fait ni chaud ni froid. Vraiment, c'est incroyable cette mentalité. C'est vraiment juste un événement, c'est pas top. Il y a d'autres sports beaucoup plus importants dans un pays comme ça. Et puis, je pense que quand je vais là-bas, j'adore parce que vraiment cette mentalité de genre, ouais, vis un peu ta vie comme tu veux, personne va te juger ou faire des choses comme ça, un peu à l'américaine. Ouais, comme on parlait un peu avant, cette mentalité de tu peux réussir, tout est possible et tout. J'ai énormément apprécié cette mentalité et je pense que ça te donne aucune limite. Et je pense que mes parents, un peu pareil, ma maman qui est canadienne, c'est ça ouais, il dit on va toujours aller plus loin, toujours faire mieux, toujours faire plus. Et puis je pense que ça t'aide dans la vie. Mais ouais, si je devais prendre un truc, je pense que c'est vraiment ça, cet aspect de ouais, c'est tranquille, il n'y a pas de, tu vois, tu vas là-bas, tu fais de plaisir, tu fais tes rêves que tu as envie de faire, tout est possible. Et puis voilà. Et puis maintenant, si on peut comparer peut-être, bon, t'as pas beaucoup joué en Suisse, mais si tu pouvais comparer les différences que tu remarques entre l'Angleterre et la Suisse, ce serait lesquelles? Alors, une des grandes différences, moi, qui m'avait choqué quand j'étais arrivé ici, c'était ils sont hyper, on va dire, ouverts à la sortie, à aller boire des bières. Genre, c'est pas du tout, c'est vraiment de leur culture. Qu'en Suisse, ce serait hyper choquant. Moi, j'ai vécu à Bâle pendant des années. J'ai joué pour un club comme Bâle où tu perdais, tu devais rester à la maison. Personne ne sortait. S'il y en a un qui était vu dehors, c'était la cata. Et je suis arrivé ici et les premiers, je me rappellerai toujours, les premiers week-ends, le coach il me dit, ah, alors, les gars, vous sortez ce soir, vous allez où Newcastle, ou vous faites ci, ou vous faites ça. Et je me disais, mais il essaie de nous piéger. Genre, je me disais, tu vois, un peu genre malsain. Et puis, il y avait un joueur belge, il me dit, attends, mais ils adorent ça ici. Lundi, il va te demander comment c'était. C'est vraiment à ce point-là. Et ça, j'ai dit, ah, mais je dis pas la mentalité parce que j'aime sortir, mais je dis, c'est la mentalité que j'aime. De dire, ça veut pas dire que tu sors un samedi soir, que ça va mettre tout en question ta performance du samedi d'après. Plutôt qu'ensuite, on va vraiment utiliser ça, genre, ah, t'as vu, t'as pas fait ci, t'as fait ça. Et là-bas, si tu es à 250% le lundi matin à l'entraînement, tu fais ce que tu veux de ton samedi et dimanche. Et ça, j'avais dit, ah ouais, ça c'est vraiment, je suis dans le bon pays. Là, dans ma tête, je me suis dit, ah, je suis dans le bon pays pour jouer au foot. Ah ouais, moi, en tout cas, je partage vraiment ton point de vue. Et puis, peut-être, je sais pas comment dire, même, c'est peut-être un jugement qu'on met sur les gens ici, ou bien même un manque de flexibilité où ta performance, elle va dépendre de ce que tu as fait il y a 4 jours en arrière pendant les 2 heures du soir entre 18 et 20 heures. Alors que ça n'a rien à voir avec les heures de travail où tu devais te donner à fond. Et puis voilà. Bref, Exactement. je crois que c'est un très bon point que tu viens de souligner.
Et puis maintenant, bon, c'est encore pas le moment peut-être, mais si on peut parler de l'après, ouais, de la fin de ta carrière, enfin, tu as 31 ans. Bon, on sait qu'après le poste de gardien, on peut tenir plus longtemps. Je sais pas quels sont tes objectifs à ce niveau-là, mais comment tu vois, ton après-carrière? Est-ce que tu as des envies particulières? Est-ce que tu veux rester dans le foot ou bien changer totalement de domaine? Comment tu la vois? Alors, plutôt rester dans l'aspect sportif et surtout foot. Ben là, je finis, je pense qu'en Suisse, c'est comparé à des bachelors, je suis pas sûr. Mais je suis à l'université de Manchester à longue distance et je suis à la dernière, là, il me reste 2, 3 mois et j'ai terminé les 5 dernières années, j'étais à l'université. Et je fais ouais, un bachelor en sport sciences et ce qui me permettra après peut-être de faire un master et tout ça en psychologie. Ce serait le scénario idéal. Mais ouais, c'est un peu la route que j'aimerais prendre maintenant, vraiment dans la psychologie, les coachs mentaux et puis aider des jeunes gardiens ou des autres, hein, bien sûr, mais plus gardiens, vraiment me focaliser sur ça et puis travailler avec eux pour leur dire voilà, je peux t'aider sur ça, si ça, je l'ai vécu aussi. Et j'en ai parlé avec plusieurs personnes et beaucoup de gardiens m'ont dit en retour, genre, ouais, ça amènerait un nouveau niveau dans l'élément de cette position. Et puis, ouais, c'est un peu le projet que j'ai en ce moment. Après, ce qui va arriver, je sais pas, mais en tout cas, dans ma tête, c'est vraiment le projet que j'ai. Bon, à t'entendre, c'est une véritable histoire d'amour entre toi et puis le travail mental. Est-ce que toi, j'ai envie de te dire, avec plus d'expérience, je pense que tu es peut-être le gardien le plus âgé actif avec la première en ce moment au Huddersfield. Est-ce que tu joues aussi un rôle un peu de mentor, entre guillemets, de joueurs plus expérimentés avec Joël Pereira et je sais pas si je prononce correctement, mais Schofield ou quelque chose comme ça, Ouais, c'est juste. euh, qui sont les deux assez jeunes. Alors, souvent, on parle beaucoup. Après, souvent, quand tu es dans une première équipe comme ça, par exemple, comme Scofield, qui est le numéro un, euh, je vais peut-être lui donner, s'il me pose une question, je vais sûrement lui donner un conseil et lui dire, bah, je pense que tu aurais dû faire ça à ce moment-là. Mais après, il essaie de créer sa propre identité. Et je pense que dans ma tête, je me dis, ouais, c'est pas juste que moi, j'essaie de, pas de lui imposer, mais de lui dire, ouais, je pense que je devrais faire ci, je devrais faire ça, parce que chacun est différent. Chacun a un aspect différent physique et mental. Et par contre, s'il me demande mon avis, je répondrai honnêtement. Et pareil pour Joël, la même chose, s'il me demande un avis, je dirais, Joël, je pense qu'on va lui faire ci ou ça. Mais après, leur donner un conseil direct à eux, peut-être pas. Par contre, les plus jeunes, vraiment, les plus jeunes, il y a beaucoup de choses que je vois et souvent, je pense que les entraîneurs de gardiens ne voient pas parce que t'es dans l'entraînement, tu fais ta séance. Et moi, je vois certaines fois des choses qui me sautent à l'œil et je dis, ah, mais c'est plus fort que moi. Je dis, il faut que je lui dise aux jeunes, il faut que je lui dise que il faut qu'il essaye ça va sûrement l'aider. Ouais. Et après, des fois, généralement, ils le prennent bien parce que je suis pas quelqu'un de très imposant en disant, ouais, tu dois faire ça. Je vais aller, je vais dire, ah, il faudrait que tu essayes ça, je pense que ça peut t'aider. Ou bien, genre, ouais, tu te sens pas bien, je vois que tu te sens pas bien. Tu as des choses qu'il pourrait peut-être pas dire à l'entraîneur des gardiens. Et puis, peut-être qu'il est un peu plus ouvert de me dire à moi, de dire, ouais, je me sens fatigué aujourd'hui et tout. Et je vais lui donner un petit conseil pour dire, écoute, tu vois, il faut faire ça pour que tu fasses une bonne séance ou juste une séance OK. Et pour moi, ça, avec les années, j'ai vraiment développé ce truc de me dire, ah, c'est presque plus fort que moi, je dois aller vraiment leur dire, ouais, essaye ça. Et puis après, s'ils essayent, ils disent, ah, je crois que j'étais pas trop convaincu. Je dis, ah, mais c'est pas grave, j'ai dit, pressez une prochaine fois et tout. Et voilà, après moi, c'est comme je dirais, tu dis, tu prends le conseil comme tu le veux. Si tu le veux pas, tu prends le pas. Si je peux t'aider quelque chose, tant mieux. Est-ce que tu as, avant tu l'as dit, généralement les conseils que tu donnes, ils sont bien pris, mais est-ce que tu as eu un accrochage dont tu te souviens qui est marrant à raconter peut-être avec un gardien qui t'a donné un conseil et lui il a mal pris et puis vous êtes embrouillé? Alors franchement, gardien, jamais. Jamais. Ouais, jamais. Après, joueur, oui, plein de fois. Défenseur, milieu de terrain et tout, plein de fois. Attaquant, ouais, plein d'accrochages. Mais en tant que gardien un contre un, non, jamais. Parce qu'il y a un peu il y a un respect qui se fait. Il y a beaucoup, surtout en Angleterre, j'ai un peu moins de souvenirs en Suisse, mais en Angleterre, il y a beaucoup de vraiment unis. Genre les gardiens, on se supporte entre nous. Et le reste, tu vois, c'est très, il y a énormément de pression, surtout dans les pays étrangers, sur les gardiens et tout. Et ça vraiment, on se dit, si déjà nous, 3 4 5 là, on est un peu unis, ça va nous aider à, tu vois. Parce que le jour où, quand tu es numéro 2 ou 3, tu es content qu'ils critiquent le numéro un. Mais tu sais qu'un jour, ça va être toi le numéro un. Et tu te dis, ah, j'ai pas envie tu vois, que je suis un peu seul, j'aimerais que tout le monde me soutienne. Donc, moi, je pense toujours comme ça. Je dis, ben, par exemple, maintenant, je joue pas. Je dis, ouais,
s'ils font des critiques au numéro 1, je vais dire, écoute, prends pas ça comme ça, ou je vais dire, non, je pense qu'il a tort aussi. Parce que je sais qu'un jour, ça va être moi nouveau numéro 1 ailleurs, et j'aimerais qu'on fasse le même soutien pour moi. J'aimerais faire une petite parenthèse sur Joey Barton, que tu as eu en tant qu'entraîneur. Donc, on connaît le joueur qui a joué notamment à Manchester City, Newcastle, QPR ou Marseille. Donc, on connaît le joueur qu'il était sur le terrain, quelqu'un de très charismatique qui a marqué les esprits par son caractère. Déjà, j'aimerais demander est-ce qu'il était pareil en tant qu'entraîneur? Est-ce qu'on retrouve vraiment la même personnalité en tant qu'entraîneur? Et puis aussi, toi, comment tu l'as vécu cette expérience? Expérience, je dirais incroyable. Des fois, j'ai souvent dit à beaucoup de personnes, j'aurais aimé le connaître beaucoup plus vite. J'aurais aimé l'avoir rencontré il y a 4-5 ans. Parce qu'il il a plein de détails, plein de petits trucs qui me manquaient un peu. Je dirais pas, je pense que le mot méchant, ce serait pas juste, mais un peu malin, un peu malsain sur le terrain qui peut te faire gagner des matchs. Parce que c'est que ça maintenant. Il faut pour gagner, lui, il est prêt à tout. C'est genre, je suis prêt à tout pour gagner. Et comme je dis, moi, je suis un peu honnête et des fois trop honnête. Et des fois, je dis, j'aurais dû le connaître beaucoup plus avant. Il m'a appris plein de petits trucs en quelques mois. Mais je pense à moi et à l'équipe. Et ce qui nous a fait qu'on était une équipe qu'il était l'année d'avant et où j'étais à ce moment-là, on était une équipe assez avec du succès parce que c'était la façon dont on jouait, la façon dont on était horrible à jouer. Personne ne voulait jouer contre nous, vraiment, c'est ça. Personne ne voulait jouer contre nous parce qu'on est horrible à jouer, on est malin, toutes les fautes, on les joue lent, tout ça. Et ça, c'était incroyable l'expérience que j'ai vécue pour ça. Et puis après, la personne à côté, il a changé, bien sûr, il était obligé de changer un peu, je pense, de sa personnalité de joueur à entraîneur. Puis je pense aussi d'être à côté d'un terrain, ça n'a plus autant d'émotions et d'adrénaline, mais il est toujours c'est toujours un gagneur. Et puis, il est quelqu'un que c'est rare dans le foot, mais très, très honnête. Genre vraiment très honnête. Il va dire les choses directes et ça passe et des fois, ça passe pas. Et c'est ça le problème. C'est que si tu as fait une mauvaise performance, il le dira devant tout le monde. Aujourd'hui, c'était toi le plus nul. On pouvait pas compter sur toi. Par contre, si tu étais le plus fort, il va le dire devant tout le monde. Aujourd'hui, c'était le gars qui en avait besoin dans cette équipe. Et bien sûr, pour d'autres joueurs, si c'est toi qu'on pointe au niveau négatif, beaucoup de joueurs le prennent très mal. Et des fois, comme on a parlé avant, ils peuvent un peu tomber dans un environnement un peu sombre et tout. Mais je pense que tu connais la personnalité, tu sais qu'il fait ça vraiment pour ton bien. Et si tu réagis derrière, il va t'adorer. Et je pense que pour moi, en tout cas, les 4 mois que j'ai fait avec lui, il était top, il était honnête. Il m'a dit, dès que je suis arrivé là-bas, il m'a dit, écoute, si tu t'entraînes bien et je te donne ta chance, genre, choisis-la. Et puis voilà. Et puis c'est ce qui est arrivé. Il m'a dit, je te donne un match, on coupe. Il m'a dit, si tu fais un blanchissage, je joue vendredi prochain contre Hull City, qui étaient les premiers à ce moment-là, sur Sky Sport. Et dans ma tête, j'ai dit, bon, ça faisait 2-3 semaines que j'étais là-bas, j'ai vécu beaucoup d'entraîneurs qui m'ont dit, ouais, tu fais ci, tu fais ça et tu vas jouer, et ça n'arrive jamais. Et j'ai fait un blanchissage. Et j'ai dit, bon, on verra ce qu'il a dit est vrai. Et ouais, 2 jours après, il vient vers moi, il me dit, ah, tu joues. Demain, c'est toi qui joues. Je t'ai dit, tu fais un blanchissage, tu joues. Et là, j'ai dit, franchement, là, il a gagné du respect pour moi directement parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas rencontré un entraîneur avec autant d'honnêteté. Et voilà, il y a eu plusieurs cas après, dans ces 4 mois qui sont arrivés, qui m'ont vraiment. J'ai gagné beaucoup de respect pour lui et beaucoup de gens me demandaient comment il est. C'est un fou et tout. Et je dis non, franchement, pour moi, il a été incroyable et j'ai énormément de respect pour lui. J'aurais aimé qu'il entende ce témoignage qui, je pense, l'aurait touché. S'il parle français, il comprend le français un peu ou pas? Je suis à Marseille. En 4 mois, je n'ai jamais entendu parler un bon français, mais non, mais il le sait. Enfin, il le sait indirectement. On en a parlé quand je suis parti de Fleetwood et lui, il était aussi viré à ce moment-là. C'était une accumulation. On était un peu. J'étais la goutte qui a fait déborder le vase pour que lui parte. C'était un peu ça, en fait. Et du coup, on a resté en contact. On a un peu parlé. J'ai dit vraiment merci. Je lui ai vraiment fait comprendre que j'avais apprécié ce qu'il avait fait pour moi. Et voilà, quoi. Et ouais, c'est quelqu'un de très honnête et il était vraiment bien, quoi. Moi, je voulais revenir sur un sujet avant que je voulais déjà aborder et que tu as vite fait mentionner, c'était la question de confiance.
avec les gens dans le football. Tu as dit juste là qu'il y a plein d'entraîneurs qui sont pas forcément honnêtes dans le sens qu'ils ne tiennent pas ce qu'ils disent. Comment est-ce que tu as vécu ça? Vu comment tu le dépeins, on dirait que dans le football, on peut pas trop faire confiance aux gens. C'est vrai que c'est un sujet qu'on a abordé avec Jérémy aussi. C'est quoi l'image que tu as des gens dans le football? T'en penses quoi? Est-ce que c'est quelque chose de très répandu? C'est la majorité des entraîneurs qui ne tiennent pas ce qu'ils disent? Ah ouais, ouais, vraiment, je pense il y a une bonne poignée d'entraîneurs parce que, et j'ai des cas, mais j'ai des milliers d'histoires, pas que de moi, d'autres joueurs, d'autres gardiens qui m'ont raconté des choses et tout, et c'est incroyable. Mais comment c'est possible? Comment il dort le gars à la maison le lendemain? C'est pas possible. Et je pense que, euh, je sais pas encore au plus haut niveau, mais j'ai l'impression que plus ça va haut, pire. Ça vient de pire en fait. Et c'est vraiment ça un peu. J'ai un peu vraiment cette impression-là. Et c'est vraiment, ouais, un entraîneur va dire, ouais, je fais ça pour l'équipe, pour le club, mais au fond, lui, c'est que pour lui. Et c'est vraiment cette sensation que j'ai des gens. Genre, dire, ouais, je vais faire ça pour le club, je vais faire ça pour la famille, je vais faire ci pour faire ça. Mais au fond, lui, il dit, ah, je vais prendre la décision, mais c'est que pour ma gueule et je m'en fous du reste. Tu vois, c'est moi qui vais devenir le plus meilleur entraîneur en Angleterre. C'est moi qui, tu vois, surtout peut-être les jeunes ambitieux et tout qui veulent prouver. Je pense que c'est vraiment ça. Et pareil, un peu pour les personnes qui sont dans le business, qui, par exemple, sont en train d'un peu perdre l'équipe, en train de perdre leur, peut-être qu'ils perdent un ou deux matchs, ils vont perdre leur job et ils prennent des décisions et genre ils n'ont aucun recul sur ce qui se passe et ça c'est terrible et c'est une des raisons pourquoi je vais devenir un peu dans ce domaine mental de coach, surtout pour les gardiens. Quand ils sont, on leur dit t'es numéro 1, tu deviens numéro 2, on vous dit t'es numéro 2, tu deviens numéro 3. Quand tu rejoues 2 semaines plus tard numéro 1, dans ton cerveau, ça fait la montagne russe, c'est de la folie. Et je pense que des fois, on sous-estime un peu ça. On dit, ah, ben, il joue pas, ça va aller. Dans une semaine, il ira mieux. Et puis souvent, on sous-estime un peu ça. Moi, j'ai envie de demander pourquoi finalement. Quelles sont les raisons de devoir dire à un joueur, bah là, tu prenais l'exemple qui te dit avant le match, ouais, si tu fais un bon fichage, tu joues la semaine d'après. Enfin, c'est quoi l'intérêt finalement de dire ça? De dire, ah, tu vas jouer, puis finalement, en fait, tu joues pas. Enfin, autant rien dire, j'ai envie de dire. Quel est l'intérêt? Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis pareil. Je dis, ben, autant ne rien dire que dire des choses qui vont pas tenir. Et souvent, moi, je pense souvent, c'est que j'ai été discuter avec plein d'entraîneurs tout le temps dans les bureaux, tu discutes, tu dis ah, pourquoi ci, pourquoi ça. Et je pense que souvent, ils te donnent la réponse que tu vas entendre et que la discussion va être la plus courte possible. Parce que s'il vient et il dit écoute, je pense que t'es ci, quand t'es ça, c'est pour ça que tu joues pas, tu vas essayer d'argumenter, ça va durer, il devra donner des autres arguments derrière. Que s'il dit genre ah non, mais tout va bien, t'es à ça de jouer, hein, t'es à ça de jouer, ça te garde, toi, t'es en motivation à 200, tu dis ah, je vais jouer. Et puis tu sors de là, tu es content et il dit ben bon, il va pas revenir pour les 3-4 prochaines semaines, je l'ai nouveau tranquille. Et c'est pas que moi, hein, c'est pour beaucoup de joueurs. Je l'ai vu d'année en année. Tu gardes un peu le groupe content, tu gardes le joueur content, tu lui fais croire qu'il va jouer de temps en temps. Et puis tu donnes un peu de l'espérance tout le temps. Je pense que c'est un peu, je dirais, c'est la majorité des entraîneurs que j'ai connus ou entendu l'histoire qui font tous un peu comme ça. Genre, ils donnent de l'espérance en disant tu vas peut-être jouer. Et à la fin, ben, ils le font jamais. Est-ce que c'est. Ouais, non, vas-y, Guillaume. Non, je vais dire, bah, comme tu dis, c'est peut-être vraiment pour simplement essayer de tenir le vestiaire. Mais après, est-ce que selon toi, du coup, c'est pas comme ça qu'il faudrait fonctionner? Bah, c'est vrai que si tu es honnête avec quelqu'un, ben, tu sais pas comment il va réagir. Peut-être que voilà, voilà, tu vas mal réagir. Tu vas dire, bon, bah, tant pis, si je joue pas, je me tire ou je m'en fous. Enfin, aux entraînements, je travaille plus à 100% ou etc. Enfin, donc pour toi, ce serait pas comme ça qu'il faudrait fonctionner, c'est ça? Alors, ben, le problème, c'est qu'il y a d'autres aspects derrière. C'est que, on va dire comme ça, si tu vois un joueur que toi, tu n'aimes pas, juste parce que c'est la personne elle-même, tu n'aimes pas forcément, tu dis le joueur en lui-même, je l'aime pas. Mais ce joueur-là est le joueur le mieux payé du club. On parle des sommes exorbitantes. Et toi, tu dis au joueur, ouais, je veux pas, je te veux pas, tu joueras jamais. Ben, le joueur, il va aller vers le directeur sportif, il va dire, mais il m'a dit que j'allais jamais jouer. Donc, laissez-moi partir, payez-moi. Mmh. Et le club va dire, ben, on doit sortir des milliers et des milliers et des milliers de sterling ici parce qu'on a un entraîneur qui ne le veut pas. Et c'est toujours un peu cette phase où tu dis non, mais tout va bien, il reste au club, le directeur sportif, tu vois, c'est un peu faire tout le monde soit content. Parce que si tu fais ça avec 5-6 joueurs, ben, ouais, le club il coule, hein, tu peux pas payer, tu vois, c'est pas de l'argent indéfini, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de cas où c'est que c'est comme ça, genre ils font croire à la personne.
Ouais, non, tout va bien. C'est juste que t'es pas assez, je sais pas, t'es pas assez bon à l'entraînement, tu joues pas. Il finit son contrat et à la fin de l'année, il part. Il aura joué aucune minute et puis il aura touché tout son argent et le club a rien perdu indirectement. Et puis, mais ça arrive dans chaque équipe, chaque club, chaque année, quoi. Et, plein de joueurs, ça arrive. En tout cas, sacrée histoire. Ouais. Est-ce que c'est pas presque du mismanagement de ces gens-là qui peut-être, c'est marrant, nous, on voit en cours et c'est vrai que le football, certainement, c'est un domaine qui reste encore à professionnaliser parce que beaucoup de personnes actives en club sont des gens qui ont appris ça par passion plus que par métier, entre guillemets, par des études ou voilà, plein de. Enfin, j'ai envie de dire des théories. Des théories peuvent rester des théories, mais on apprend quand même des choses en faisant des études. Ça nous forme l'esprit d'une certaine manière. Est-ce que c'est pas juste vraiment du mismanagement? C'est-à-dire que eux, ils voient de cette manière-là le management. Donc moi, ma technique, c'est vraiment te donner de l'espoir, quitte à ce que je te mente. Mais est-ce qu'en fait, ils n'ont pas juste complètement tort? Et puis la meilleure façon de faire, c'est de faire les choses carrées de A à Z, d'être honnête à chaque fois, comme ça, il n'y a pas de tromperie ou autre. Et puis, au moment où tu engages un joueur, au moment où tu dois changer d'entraîneur et tout ça, ben, tu es conscient que peut-être l'entraîneur ne voudra pas faire jouer ton joueur le plus payé, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Les clubs qui ont peur de perdre leurs joueurs là parce qu'ils vont devoir débourser de l'argent et puis à un certain montant ça va découler, ben, peut-être il faut réfléchir deux fois ou à deux fois au moment de signer un joueur. Juste comme ça. Est-ce que c'est juste peut-être le travail est mal fait, enfin, je sais pas comment dire, c'est très critique. Alors, je pense qu'il y a, ouais, il y a deux choses. Déjà, je pense que c'est un milieu un peu malsain. Et je crois même que Jérémy Manière en avait un peu, il en avait un peu parlé sur son podcast où il disait que c'est vraiment ouais, malsain. Et c'est vraiment ça, c'est un peu un des milieux malsains. Et genre, ouais, on s'en fiche si ça a coûté le salaire de lui ou, ouais, on s'en fiche. C'est que pour le club ou c'est que pour cette personne-là. Et puis après, tout à fait d'accord avec toi. Souvent, beaucoup de clubs, j'ai vu des reportages, des choses comme ça, où ils signent des joueurs de dernière minute, la dernière période des transferts, des millions. Le joueur en vaut pas la moitié, mais ils sont en panique totale. Ils donnent un contrat de 5 ans et ils jouent une année, puis après, ils le liquident. Et t'es là, mais il y a 12 mois, vous avez pensé à quoi quand vous avez signé ce joueur autant et ça, mais ça, surtout en Angleterre, j'ai envie de dire. Peut-être aussi en Suisse, mais moi maintenant, le nombre de joueurs qui ont été signés à des contrats exorbitants et qui ont fait quelques apparences et c'est terminé, ils ont quitté le club et voilà quoi. Mais c'est vraiment, je pense, sur des moments de pression et de panique et aussi, je pense, de connexion avec des agents, etc. Dans ce milieu un peu comme je dis malsain. Et puis, je pense que c'est pour ça ils pensent pas trop, ils font juste ce qu'ils pensent qui est juste à ce moment-là. Et puis, ils espèrent, ils disent ah, peut-être ça va être le futur attaquant qui va nous marquer nos 20 buts l'année prochaine. Et puis, ça se trouve que c'est pas lui. Et puis voilà quoi, ils ont perdu 10 millions d'argent. Moi, si je peux continuer là-dessus, Guillaume, je voulais encore parler de. Est-ce que c'est pas la force des grands entraîneurs justement de ne pas être malhonnête ou bien par ton expérience, parce que tu as pu entendre les joueurs avec qui que tu as pu côtoyer même autrefois, qui sont passés sous des entraîneurs entre guillemets plus connus ou qui jouent peut-être maintenant en première ligue, parce que tu as dû en côtoyer certains quand même. Est-ce que c'est ça la force des grands entraîneurs ou pas du tout? Même les grands entraîneurs ou les plus grands entraîneurs, ils sont certains malhonnêtes vraiment. Franchement, je pourrais pas te répondre parce que j'ai pas joué à ce niveau le plus haut, le plus Ah haut. ouais, non, mais basé sur ce que tu as entendu, Mais en échangeant ouais, avec ce que j'ai entendu, mais même, alors même ce ce qui était sorti par exemple dans les médias sur genre Mourinho ou Guardiola, quand ils arrivent dans une équipe, ils font le ménage direct, ils jettent tous ceux qui veulent pas et après ils reconstruisent sur la deuxième année, ils vont avoir du succès et tout. Et je me dis que ouais, la façon dont ils font les choses, c'est un peu, je pense que c'est à peu près ça. Il y a eu, on a signé un joueur ici, un attaquant Nias qui jouait à Everton et il a expliqué que quand je crois que c'était Coman, l'entraîneur arrivé, il lui a dit mais tu joues pas dans mon équipe, tu manges plus avec l'équipe, tu touches plus la première équipe, tu vas quelques mois de 3 ans. Il allait dans le vestiaire, il avait pas de casier, c'était ouais, c'est vraiment le liquide, ils font tout pour te dégoûter, pour partir du club. Donc est-ce que ça arrive en première ligue? Ben oui. Après, j'avais vu cette interview, donc il expliquait ça et je pense qu'il dit pas des mensonges, je pense que c'est la vérité. Donc oui, je pense qu'en première ligue, c'est pareil. Et encore dans d'autres clubs, c'est la même chose. Jason, je ne sais pas si tu veux encore rebondir là-dessus ou sinon on va pouvoir se diriger vers les petites Moi, questions. je voulais encore revenir parce que c'est vrai qu'on a un peu
dans le fil de la conversation, on a un peu peut-être dévié en parlant de toutes ces histoires qui sont très intéressantes. Et puis ça nous donne, je crois, beaucoup un bel aperçu, en tout cas, dans ce monde et dans ce football en Angleterre. Maintenant, pour revenir vraiment sur Joey Barton, qu'est-ce que tu as, enfin, si ici il y a vraiment une chose que tu dois retenir, que tu as apprise avec lui, c'est laquelle? Euh, je pense que ici ils disent genre feeling sorry for yourself, c'est genre pas te sentir, pas pleurer sur toi, son propre sort, un peu dans ce style-là. Il détestait ça et franchement ça je pense que c'est un truc des fois même moi-même et je pense que tout le monde dit ah mais pourquoi ça m'arrive à moi ou bien tu vois sur cette erreur je peux rien faire et tu pleures un peu sur ton propre sort et ça il détestait, il disait genre non, tu, là tu prends cette erreur sur tes épaules, c'est la personne que tu es et tu continues et franchement ça je trouve qu'il était impressionnant à ce niveau-là. Si avec lui c'était prêt à assumer tes erreurs et puis, ouais, te lever et dire, ouais, c'est moi qui a fait l'erreur, je prends entière responsabilité, les comptes sur moi. Bah, lui, il était là, ok, ben, ça, c'est ça que j'aime. Je veux que des gars comme ça, je peux compter sur eux pour aller sur le terrain et je sais qu'ils vont pas me décevoir. Et franchement, je pense que c'est un des premiers trucs ouais, qui m'avait choqué. Parce que quand tu arrives dans un vestiaire et qu'on te dit, tu connais un peu la personnalité du joueur ou ce qu'on t'a dit, eh ben voilà, tu te mets un peu, genre, un peu en recul, puis après tu discutes, tu le vois sur 2, 3 semaines et tu dis, ah, mais en fait, c'est ci et ça. Et après, comme je dis, c'est une expérience vraiment personnelle pour moi avec Joe Barton. Il y a eu d'autres trucs après à la fin quand je suis parti de Fleetwood. Il m'a énormément soutenu et tout, et lui s'est fait virer après un peu à cause de ça aussi. Et pour ça, moi, dans mon expérience, top. Mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont dire le contraire, qui vont dire que c'était leur pire entraîneur au niveau de la façon dont ils a traité et tout. Ça, je suis sûr, mais c'est dans tous les clubs, tous les joueurs, tous les entraîneurs vont dire une fois un, c'était le meilleur entraîneur et pour l'autre, c'était le pire. Comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde dans la vie. Exactement. Euh, donc, c'est ça, si on pouvait, enfin, je pense par tout ce que tu as dit, c'est un peu la raison pour laquelle il se démarque véritablement des autres gens, lui. En tout cas, pour moi, sur l'honnêteté, ouais, sûr. Alors, sûr à 100%, j'ai connu beaucoup d'entraîneurs et je pense que je peux vraiment les compter sur 2, 3 doigts parce qu'il n'y en a pas énormément qui ont été vraiment honnêtes avec moi en disant, tu sais, si tu fais ci et ça, tu vas recevoir ça. Et moi, je pense que, en tout cas, en Suisse, je pourrais en donner que un. Pour moi, c'était Patrick Ramon, qui a après été à Haro et je pense maintenant il est assistant au FCBA d'ailleurs. Il a toujours été très honnête avec moi et ça avait bien marché. Et en tout cas, en Angleterre, je dirais que je pense que Joe Barton est peut-être un des seuls qui a été 100% honnête avec moi en Angleterre sur les 9 dernières années. Ouais, c'est fort ce que tu dis. Maintenant, bon, Guillaume, j'avoue que j'en profite de cette discussion pour te poser une question qui me vient à l'instant par curiosité. Si je crois l'entraîneur que tu as actuellement, il est passé sous les ordres, ou bien il travaillait avec Marcelo Bielsa, c'est juste, non? Mhm. Par curiosité, de nouveau, parce que bon, Marcelo, c'est vrai qu'il est peut-être, on en parle beaucoup, certains l'encensent énormément, d'autres le critiquent beaucoup, mais en tout cas, il marque les esprits par son style de jeu et sa philosophie. Est-ce que ça se ressent par ton entraîneur aussi, qui est passé ou qui a appris un peu les gammes avec Marcelo ou pas du tout? Franchement, ben, j'ai jamais trop vu un peu comment Leeds s'entraînait comme ça. J'ai juste vu comment ils jouaient, bien sûr, quand on jouait contre eux. Et je pense qu'il essaie vraiment de reproduire presque du copier-coller un peu de Leeds pour faire comme Bielsa. En tout cas, c'est un peu l'impression que j'ai. Je pense qu'il fait un peu du copier-coller, plus il met peut-être un peu son propre truc. Mais ouais, vraiment, je pense de la façon dont on s'entraîne et tout, de la façon dont il veut qu'on joue, je pense que ça se rapproche beaucoup de ce que Bielsa essaye de faire ou de reproduire. Je suis curieux c'est ça, de demander à un joueur qui joue sous un entraîneur comme ça. C'est un peu un cas avec ton entraîneur actuel et peut-être Mikel Arteta qui a fait ses gammes aussi avec Pep. C'est ces deux cas où on a deux mentors, entre guillemets, connus du monde du football à l'échelle internationale et puis qui vont ensuite avoir leurs élèves qui vont aller faire leurs preuves ailleurs. Voilà. Pour moi, Guillaume, en effet, là, j'ai posé toutes mes questions. Non, bah alors, ça remonte un petit peu. Ouais, on a toujours quelques questions qu'on pose avant de conclure. C'est des questions qui nous tiennent vraiment à cœur et qui incarnent vraiment le podcast. La première que j'aimerais te demander, c'est
que j'aimerais te poser, c'est qui est ta plus grande source d'inspiration? Euh, je dirais au niveau, enfin, ouais, franchement, je pense que mes parents, je leur dois beaucoup, mais parce qu'ils ont cette inspiration ils s'arrêtent jamais, ils vont être toujours plus haut, enfin, ils auraient pu avoir, franchement, je pense qu'ils auraient pu avoir un job facile pendant 30, 40 ans dans la même entreprise et ils s'en sont jamais arrêtés à ça. Ils font 4, 5 ans et ils sont là, non, non, mais faut qu'on innove, faut qu'on fasse plus, faut qu'on progresse. Et je me rappelle, il a toujours dit, sur mon père, il disait, j'ai envie vraiment que j'arrive à ma retraite et je peux me retourner et me dire, j'ai fait ci, j'ai créé ça, j'ai acheté ça, j'ai revendu ci, tu vois. Et franchement, je suis un peu dans le même optique, plus avant en avant, plus je suis là vraiment, ah, mais j'ai vraiment envie que j'arrive à la fin de ma carrière de foot et je dis, ah, j'ai tout donné, j'ai fait ci, ça, ça. Et maintenant, je recommence un peu une deuxième vie et je veux me retourner à 65 ans et me dire, ah, j'ai fait ci, ci, ça. Plus j'avais encore une carrière de foot et j'ai réussi ça. Et je pense que ça, c'est vraiment une source d'inspiration. Ouais, vraiment être capable essayer de tout, être capable de tout, pas se mettre des limites en disant, ah, je peux pas faire ci ou pas faire ça. Être sec, si ça marche pas, tant pis. Et puis voilà, quoi. J'adore cette mentalité. Euh, Maintenant, peut-être à résumer en quelques mots ou quelques phrases, qu'est-ce que le football t'a apporté en tant qu'homme? Ben, il t'amène un peu de la maturité plus vite que les autres, j'ai envie de dire. Moi, je me rappelle quand j'étais parti à Payerne en 12 et 14 ans, ben, tu pars pendant. J'avais quitté l'école, c'était vers Cornau, et je suis revenu 2 ans après. J'ai revu certaines personnes que j'étais dans mon école, et genre, j'ai l'impression que j'étais dans un mauvais rêve un peu. C'était genre, mais il parlait de choses, j'étais, mais c'est inintéressant, vraiment, presque dans ma tête, je disais, mais c'est des enfants, c'était encore des enfants, des bébés. Et puis moi, j'étais beaucoup plus loin dans ma tête, je disais, ah, mais non, mais moi, je vais partir à Bâle, vivre dans un appartement à 16 ans. Et puis eux, ils étaient encore chez leurs parents, un peu en train de discuter, genre, ouais, un peu des enfants encore. Mais je pense que ça fait évoluer beaucoup plus rapide que les autres. Parce que bah, déjà, si tu fais pas ça, je pense que c'est très difficile. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidé à être la personne que je suis maintenant. J'ai été tout de suite plus mature que d'autres personnes, beaucoup plus vite, ouais, vraiment faire tout seul, tout de suite, un peu des brouilles, tu vois, un peu comme ça. C'est vraiment le truc qui m'a apporté beaucoup, je pense, dans ma carrière. Et puis maintenant, si tu devais nous dire, quelle est selon toi ou quelles sont les clés du succès? Bah, je vais te dire le mental, hein, je serais un menteur si je te dirais pas ça, on a fait que de parler de ça. Bah, je pense que franchement, le mental, ouais. Bah, écoute, pour être carrément honnête, mon mémoire que je fais pour mon bachelor maintenant, c'est sur le mental des gardiens. Et plus ça en avant dans mon travail, plus je remarque que c'est vraiment l'élément, je pense, futur. Bien sûr, tu auras besoin de talent, bien sûr, tu auras besoin de beaucoup de choses autour, mais je pense que on a un peu sous-estimé cette partie mentale dans le passé. Et là, elle devient, je pense que de plus en plus fort et les gens sont en train de remarquer, de dire, s'il a un peu de talent, mais on travaille mentalement à 100%, il pourra faire une super carrière. Et franchement, je pense que pour moi, actuellement, le mental est devenu la clé du succès à tous les niveaux, vraiment. En tout cas, personnellement, je suis vraiment très d'accord avec ce que tu dis. Et puis c'est marrant parce qu'on en parlait justement dans des épisodes précédents, je crois même avec Benjamin Cololi, se faire voir. À un moment, on disait souvent, c'est vrai, dans la presse, on parle de tactique quand une équipe perd un match. Mais on parle jamais de l'aspect mental, des conditions dans lesquelles ils ont joué un match. Peut-être il y en a un, il a des problèmes avec sa femme, l'autre avec son gamin qui est malade, lui-même a une maladie. On sait rien en fait. Et puis on met tout ça sur le compte de la tactique à chaque fois. Alors que le mental, enfin, je veux dire, je pense qu'on l'expérimente tous personnellement, mais on peut être deux personnes différentes. On peut se lever un matin en ayant, ouais, je sais pas, les plus grands rêves, avec la meilleure ambition, etc. Et puis le lendemain, on peut se réveiller avec aucune envie d'aller de l'avant, vraiment mal. Et puis Ouais. cette force-là qu'on maîtrise pas tous certainement, et peut-être personne d'entre nous, même là en ce moment, le maîtrise complètement. Enfin, en tout cas, je suis d'accord avec toi et je me réjouis de te suivre à l'avenir avec tes travaux et j'espère que tu pourras vraiment faire la différence dans ton métier en t'investissant à fond parce que je suis convaincu qu'il y a vraiment énormément de choses à faire là-dedans et que j'espère que ça fera la différence et ce sera ce qui marquera peut-être la société, même le football dans les prochaines décennies.
Ben, on peut faire un podcast dans 5 ans, puis je te dis si ça a marché. Le rendez-vous est pris, le rendez-vous est pris. Avec plaisir. Bon, alors c'est à moi, Guillaume, de poser la question. C'est quoi le plus beau moment de ta carrière, vraiment? Il y en a eu pas mal, mais moi, je prends toujours un moment qui était, c'est pour là montrer vraiment à quel point le foot est beau à n'importe quel niveau. J'ai été à Shrewsbury en Ligue 2 et j'ai joué 52 matchs cette saison-là. Et on a joué l'avant-dernier match à Cheltenham pour la promotion. On devait gagner pour être promu automatiquement. Et Cheltenham, s'il perdait, il descendait. Et on a gagné 1-0 et c'était c'était le 25 avril, le jour de mes 25 ans. Et on a été promu et je me rappelle arriver dans les vestiaires, bien sûr tout le monde fêtait sur le terrain et tout. Je suis arrivé dans les vestiaires et genre j'étais mais KO au point, je pouvais même pas me lever, j'étais détruit, j'étais fatigué. Et l'entraîneur des gardiens est vers moi et il me dit ça va. Et je dis mais je sais pas, genre je devrais être euphorique et je suis tout le contraire. Genre je suis explosé. Et il me dit, ah, mais ça, c'est toute ta pression que tu as eue pendant 51 matchs. Et j'ai dit, il me dit, ah, mais en fait, parce que tu réalises pas toute la saison, tu es sous pression, mais tu es tellement dans tu vois, ici, c'est samedi, mardi, tu joues beaucoup, tu n'as jamais ce temps de repos de te relâcher, il n'y a pas de trêve international en Ligue 1 et Ligue 2, c'est non-stop. C'est non-stop pour 9 mois. Et quand je suis arrivé à ce moment-là, bien sûr, je dis, enfin, j'ai réussi ce que je voulais faire, c'est être promu. Et puis, ouais, j'ai réussi ça et je suis arrivé, j'étais vidé, quoi, vraiment vidé. Et je me rappelle vraiment de cette sensation et j'ai jamais eu une autre sensation aussi puissante dans aucun autre événement. J'étais promu après avec Blackburn ou comme ça, mais ça n'a jamais été autant la même chose, même en Suisse avec Schaffhouse, ça n'a jamais été la même chose, la même sensation que ce jour-là. Le mental. Ouais, genre, je fais pas exprès, hein, ça revient naturellement, mais vraiment, non, mais c'était vraiment ça, c'était cette pression constante que tu te dis, tiens, je vais performer toute la saison, et tu arrives après 9 mois et t'as jamais arrêté. Et bien sûr, au bout d'un moment, tu te dis, enfin, on est promu, enfin, c'est bon, c'est fait, tout ce qu'on a parlé pendant des mois et des mois, puis, ouais, tout se relâche, quoi. Et puis maintenant, bon, à l'inverse, quel a été le pire moment de ta carrière? Pire moment, je dirais en Suisse, les 2 phases, je dirais mon temps à Boulogne pendant les 4-5 mois. C'était vraiment pas bien. J'avais aucun plaisir, mais en même temps, ça m'a apporté tellement pour le futur. Et on m'avait toujours dit, ouais, tu verras, quand tu dis des choses mal comme ça, il y a toujours quelque chose de bien qui arrive derrière, ça va t'aider et tout. Et franchement, je n'y croyais pas sur le moment. Et plus ça a été en avant, plus je dis, ah, mais ouais, c'est vrai que je gère mieux cette situation à cause de ça et je gère mieux aussi à cause de ça. Donc, j'ai envie de dire la pire, mais une des meilleures parce qu'elle m'a énormément apporté. Et puis, peut-être je dirais la deuxième pire, c'est le moment où je me suis dit, ça va être terminé, le foot va être terminé. J'ai tellement donné pour ce sport. Et puis, ouais, j'étais triste. Je me dis, ah, c'est horrible, quoi. Tout ce que j'ai fait pour ça, et puis ça va s'arrêter à l'âge de 22 ans. Et ouais, je m'en rappelle à chaque fois, j'ai une anecdote, mon père vient vers moi et me dit est-ce que tu as pensé un peu au futur et tout, parce qu'on était assez réaliste. C'est ça, on est toujours assez réaliste. Et je dis ouais, je me dis ouais, peut-être je rejoins encore une année à Schaffhouse, je fais des études dans l'immobilier parce que le président c'était Fontana, il avait beaucoup d'immobilier, il dit ça pourrait être un bon projet, puis il me dit ah ouais, c'est une bonne idée, je pense qu'il faut vraiment y penser et tout. Et je dis ouais, je suis convaincu, je pense vraiment qu'on pense à ça pour le futur. Et tu te dis, ouais, c'est triste, quoi. Sur ce moment-là, tu es vraiment ouais, déçu presque de toi-même parce que tu te dis, ouais, j'ai pas réussi ce que je voulais réussir. Et puis après, ouais, un peu de chance, un peu de travail de nouveau, et puis c'était reparti vraiment ouais, dans une bonne direction, quoi. En tout cas, quelle carrière, maintenant que tu as le recul de savoir que tu as vécu ça, punaise, c'est quelque chose quand même. Toujours notre traditionnelle et dernière question. Quel conseil donnerais-tu au Jason Ludwiller qui a 15 ans? Travaille le mental, faut travailler le mental. Non, sûr et certain. Franchement, je le pense vraiment. Si tu es convaincu que tu veux vraiment faire quelque chose de sérieux dans ta carrière,
mais je dirais à tous les sports, je pense. Maintenant, autant basket, tennis et tout. Si tu arrives vers 15-16 ans, tu vas commencer à sentir si c'est possible ou pas, je pense. Tu vas dire, OK, je suis dans un bon environnement, dans un bon club. Je pense que ça va arriver. Si tu te mets à ce moment-là à dire, bon, je vais travailler mental, je pense que tu te donnes énormément de chances de réussir. Après, comme je dis, bien sûr, tu dois aussi avoir un peu de chance. Tu dois aussi avoir, tu vois, il y a plein d'autres facteurs qui viennent pour réussir, mais je pense que vraiment travailler là-dessus, ça peut t'aider. Quelle belle réponse. Merci encore pour cette dernière réponse et on va pouvoir conclure là-dessus à l'adresse de tous ceux qui nous écoutent. Comme d'habitude, n'hésitez pas, likez, partagez, donnez vos feedbacks. C'est important pour nous, vous êtes important pour nous et on a besoin de vous. Et on le répète toujours, mais plus votre soutien sera grand et plus on le sera. Donc vraiment, on compte sur vous. Et Jason, ben, je m'adresse à toi et je te remercie vraiment pour ce beau témoignage enrichissant et inspirant. Il m'a beaucoup inspiré et je pense qu'il va en inspirer beaucoup d'autres. Alors merci encore d'avoir pris du temps pour partager un peu ton histoire et puis ben, je te souhaite beaucoup de succès pour la suite de ta carrière et ton après-carrière. Et puis ça a été un plaisir et merci encore. Merci à vous. Et puis, ouais, franchement, l'idée est top. Avec un grand plaisir, j'ai pu répondre à ces questions. Ouais, comme tu as dit, likez et partagez.